Salut les athlètes et parents d'athlètes et aujourd'hui, coach d'athlètes. J'espère que vous êtes là. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai un invité encore spécial. Et puis, je prends des notes, mais avec les infos que je vais te donner, ça va être intéressant que tu prennes des notes. Ben, je t'en dis pas plus, puis on se revoit après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, ben oui, j'ai un invité vraiment spécial parce que je l'ai trouvé sur TikTok encore. Disons que c'est une plateforme assez spéciale pour permettre aux gens justement de soit étaler leur talent, ou il y en a d'autres, c'est pas nécessairement des talents, on s'entend, mais bref, côté hockey, je trouve ça intéressant ce qu'on trouve, puis je l'ai trouvé. C'est une perle, je l'ai trouvé. Puis aujourd'hui, je suis fier de vous présenter Steve Lauzon. Salut Steve! Salut! Steve, c'est un coach. Puis ce que j'ai trouvé sur TikTok, c'est Steve, il parle il donne des informations au coach, mais moi, ce qui me fascinait, c'est sa façon d'expliquer les exercices sur glace, les drills. Fait que je t'en dis pas plus, puis on va voir tantôt, mais je vais vous mettre dans le vidéo, si tu veux. Ceux qui le voient sur YouTube, vous allez voir des petits extraits, puis ceux qui sont à l'audio, vous allez entendre ça. C'est assez spécial. Steve, comment ça va? Ça va très bien, merci. Hey, c'était une longue route. T'es parti de Gatineau? Oui, je suis parti à 6 heures ce matin. Hey, c'était une bonne drive, mais merci d'être là. T'es super fin. Ben, ça me fait très plaisir. Écoute, moi, j'ai passé un petit peu à travers tes réseaux sociaux. Comme je dis tout le temps, je ne vais pas trop chercher d'infos parce que je veux qu'on fasse une vraie entrevue. Puis moi, je suis un curieux de nature. Fait que, avant de partir dans toutes tes affaires, tu as décidé, toi, là, ça fait-tu longtemps que tu es coach? Ça fait à peu près 25 ans. Tabarouette. OK. Fait qu'on va y aller là-dedans. Mais je dois être honnête, là, avec tous mes invités, je fais ça, peu importe le bagage ou ce qu'ils font. J'aimerais ça que tu nous parles de ton bagage ou ton histoire d'athlète de hockey. Ben oui, mais comme la grande majorité des jeunes Québécois, jeunes Québécoises, ben, j'ai joué au hockey mineur pratiquement toute ma vie. En fait, je vivais dans une petite banlieue de Gatineau. Mes parents ont déménagé dans la ville de Hull pour qu'on puisse faire du sport organisé. Fait que on remonte en 84. Fait que ça fait un petit bout. C'est là que j'ai commencé à jouer au hockey. J'ai joué pratiquement compétition toute ma carrière au hockey mineur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de 3A, où le 3A était à l'extérieur de la ville. Donc, les équipes 2A de les villes, c'était très, très compétitif. J'ai joué jusqu'à mes années midget 2A, jusqu'en 92-93. Et puis, ça s'est bien terminé. On avait gagné le championnat. C'est toujours le fun de terminer de cette façon-là. Donc, mon parcours hockey n'est pas différent des autres. Par la suite, j'ai tombé dans le coaching, pratiquement immédiatement après. Mais tu n'as jamais joué junior? Non, c'est quelque chose que j'ai jamais joué. J'avais d'autres intérêts. Je partais à une entreprise avec un ami à ce moment-là. Et puis, mon temps, il était pas aussi... C'était plus limité? C'était plus limité, quoi que mon père voulait. C'est comme la majorité des pères dans ce temps-là. Mais non, j'ai choisi un autre plan de carrière par la suite. Puis, ma dernière année, Midget 2A, on avait un adjoint. Et c'était un officier de la GRC. C'était mon mentor. Puis, c'est lui qui m'a introduit au coaching, puis comment être un meilleur leader. J'étais capitaine de l'équipe. Puis, pratiquement à tous les voyages qu'on faisait à l'extérieur, je m'assoyais à côté de lui, puis j'écoutais, j'étais comme une éponge. Puis il m'a vraiment influencé à aller dans le monde du coaching. Puis coacher différemment, parce que moi, je viens de l'époque que c'était les poubelles, puis les hockey qui revolaient un peu. Puis c'était définitivement pas quelque chose qui résonnait à moi. Donc, quand j'ai tombé dans le coaching, le premier mentor que j'ai eu, le premier entraîneur-chef, mais c'était dans le même moule. J'étais vraiment, vraiment chanceux là, à mes débuts, là. Et puis, j'ai fait un bout de coaching à ce moment-là. Ensuite, l'entreprise a pris le dessus. Puis, j'ai toujours évolué, par contre, dans le monde du coaching. Parce que même dans l'entreprise, c'est la même chose. Je donnais des conférences dans les écoles secondaires sur comment se fixer des objectifs puis les atteindre. Ben, tu trouves-tu que même en entreprise, il y a des similitudes? Tu sais, je le dis tout le temps, dans le sport, puis dans la vie de tous les jours, en affaires, il y a des similitudes. Puis même dans ton leadership, ça doit faire la même affaire.
j'apprends. Ce que j'ai appris au hockey, je continue d'apprendre au hockey, je l'applique dans mon travail et vice-versa. Exact. Il y a des situations qui se produisent au travail qui... Hey, peut-être qu'on peut faire un lien avec le hockey. Parce que moi, je pense tout le temps que le hockey, le volet technique, moi, je ne suis pas le gars le plus technique. C'est la partie facile du coaching. Ce qui est vraiment plus difficile, c'est la gestion des joueurs, c'est la gestion du comportement humain, c'est comment l'équipe ensemble, un versus l'autre. C'est la ça psychologie qui est autour de ça. Puis ça me passionne énormément. Comment qu'un entraîneur peut avoir un impact autant que ce coach-là a eu sur moi. C'est évident que on n'a pas le même impact sur tous les joueurs qu'on coach. Mais si, à travers notre coaching, notre façon d'influencer, on peut avoir l'impact sur quelques jeunes, tu sais, dans 10, 15, 20 ans, ils viennent te voir puis ils t'appellent encore coach. Je pense que c'est un peu ça qui nous motive en même temps. Tu sais, oui, on aime le hockey, on aime le coaching, mais c'est surtout d'être capable de faire une différence positive dans la vie des gens, tu sais, que ce soit dans les jeunes ou pour moi, des fois avec les adultes, c'est la même chose parce que j'entraîne des adultes. Mais je pense que c'est ça, le côté faire une différence dans la vie des gens nourrit un peu notre passion de faire ce qu'on fait, tu sais, du coaching. Je pense que c'est ça qui nourrit, non? Bien, je m'en cache pas, moi, c'est ce qui me nourrit. Moi, j'adore donner de mon temps, j'adore m'impliquer, parce qu'en retour, ça me fournit une énergie que je n'ai pas ailleurs. C'est clair. Puis c'est vraiment le fun de faire ce qu'on fait. Puis c'est quoi ton bagage coaching? T'as commencé où? T'as coaché jusqu'où? Oui, j'ai commencé quand j'ai fait le saut du hockey au coaching. C'était Pee-Wee 2C, ensuite, dans ces années-là. Oui, dans le temps, il n'y avait pas de 3, c'était 2A, 2B, 2C. Puis j'ai fait le Pee-Wee, le Bantam. Bantam, on a gagné, maintenant c'est la Coupe Chevrolet, si je ne me trompe pas, mais c'était la Coupe Chrysler. Et puis on avait remporté la Coupe Chrysler. J'étais allé jusqu'au Midget 2A comme coach. Ensuite, les enfants sont arrivés. Et puis j'ai pris une pause du hockey, du coaching du hockey, mais j'étais plus coaching en entreprise. Puis moi, j'ai jamais eu l'intention de coacher mon fils. Jamais. OK. Puis, il a fait ses années mag, il a fait ses années novice, puis arrivé à la tombe, ou M11, il faisait la transition de défenseur à attaquant. Et puis, un de mes amis m'a dit « Hey, tu devrais reprendre une équipe, on va avoir du fun cette année. » Puis, je voulais que mon fils fasse son hockey mineur sans voir son père derrière lui. Tu sais, mon père, moi, je ne m'ai jamais coaché, mais je savais qu'il était il coachait des estrades? Non, pas nécessairement. Il était là pour me supporter. Okay. Moi, c'était ce que je voulais donner à mon fils. Et puis, là, on a eu une équipe Atome B. Pas de stress, pas rien. Les parents étaient fantastiques. C'est une de mes plus belles années de coaching à vie. Par la suite, j'avais pris une équipe Atome A. Et puis, mon fils me réservait une surprise. Et on m'a dit à la dernière minute, il devrait essayer l'équipe double lettre. Il y avait le 2B et l'Atome 2C. Mais il a joué à Atome B l'année passée, il ne le fera jamais. Là, et puis, on m'a l'envoyé pour les heures de glace. Et puis, il a fait l'équipe Atome 2B. Et donc, j'ai laissé ma place à l'Atome A. Et puis, on est venu me chercher comme entraîneur adjoint. Parce qu'il y avait eu un peu de situation délicate la saison d'avant dans l'Atome 2C. Puis, c'était le même groupe qui montait. Puis, on me disait que j'étais pour apporter une certaine stabilité. Et puis, ça a été une année très difficile. Disons qu'au mois de décembre, j'étais de retour dans les estrades comme parent. Ça n'a pas été long. Et puis, c'est là que j'ai réalisé, c'est là que j'ai créé l'Osa Hockey. Parce que là, on m'empêchait de faire ce que j'aimais vraiment. Fait que je dis, ils ne peuvent pas m'empêcher sur le web. Exact. J'ai commencé à faire des drills. Si on regarde mes premiers drills, c'était un tableau, puis on faisait juste expliquer la sortie de zone quick-up. Ah ouais. Puis la saison s'est terminée. Mon fils, ils sont fait éliminer. On est dans le camion en retour. Puis il m'a dit une chose qui m'a complètement jeté à terre. Il m'a dit, « Papa, l'année prochaine, je veux juste avoir du fun. » Puis ça comme s'il y avait un poignard qui m'est rentré. Puis j'ai dit, « Wow! » J'ai dit, à cause de problèmes d'adultes ou de situations d'adultes, j'ai privé mon fils, ou la situation a privé d'avoir, puis les autres jeunes, d'une saison où ils ont eu du fun. Puis je me suis juré à partir de ce moment-là que plus jamais c'était pour arriver. Et de là, la mission de l'Osa Hockey. Créer un environnement positif où on peut enseigner le hockey, où on peut être discipliné. Là, être positif, ça ne veut pas dire qu'on a du niaisage. Pas du tout, mais c'est encadré, c'est positif, puis c'est favorable au développement des jeunes joueurs de hockey. Je crois fermement que le hockey mineur existe. La priorité numéro 1 du hockey mineur, c'est pour le développement
des jeunes joueurs et jeunes joueuses de hockey. Et non pour satisfaire les besoins des adultes qui sont impliqués. Bien là, moi, je te dirais, puis je suis content que tu dises ça, mais on le sait, là, on se fait plus de dessin, puis on se fait plus de cachette. On le sait très bien que présentement, le hockey en général souffre à cause, pas à cause des jeunes, mais à cause des parents présentement. Puis là, c'est de plus en plus intense. Puis il va falloir, d'après moi, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour qu'on essaie d'améliorer ça, mais en même temps, je pense que, comment je pourrais bien dire ça, tu peux coacher les enfants, tu peux pas coacher les parents. Il va falloir qu'il y ait du monde qui se mette du plomb dans la tête puis qui commence à comprendre c'est quoi. Mais je pense, je regarde même au niveau des médias sociaux, ces médias, les gens, quand ils ont de la haine, comment ce qu'ils écrivent, à quel point ils peuvent être méchants pour rien. Alors, tu sais, je me dis, là, oui, t'es derrière un clavier, t'es comme ça, mais maintenant, on le voit dans les estrades, on le voit avec les coachs, on le voit avec d'autres enfants, on le voit. Puis je trouve que c'est pas de la méchanceté gratuite, mais tout près. Tu sais, des fois, c'est pas que c'est non fondé, là. C'est pas que c'est non fondé, c'est comme moi, ça me dérange pas quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, mais comment tu vas t'approcher puis comment tu vas me parler, communication, là, lâchez vos téléphones, puis peut-être qu'on va être capable de converser comme il faut puis d'avoir une vraie discussion, puis peut-être qu'on va trouver un autre terrain d'entente, peut-être que tu vas mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a bien des fois, c'est juste une question de perception, tu sais. Puis ça, bien, comme tu dis, ce qui est plate, c'est que c'est les enfants qui payent le prix là, pour ça. Fait que ça, c'est vraiment dommage. Mais écoute, moi, je suis content parce que ça ne t'empêche pas de faire ton travail, ça ne m'empêche pas de faire mon travail dans le sens qu'on fait notre passion. T'sais, on essaie de transmettre notre passion, puis advienne que pourra. Puis là, ben, je veux parler de ça. Moi, ce qui me fascine, c'est la facilité avec laquelle t'expliques une drill, un exercice sur glace. J'écoutais ça, la première fois que j'écoutais, puis t'en expliquais une, là, était compliquée. Puis tu l'expliquais, puis elle était compliquée quand même, mais ta manière que tu expliquais la drill, j'avais plus de facilité à la comprendre. Puis où ce que ça me fascine, c'est que moi, j'ai coaché une année M18 au D2 au scolaire. Puis j'avais un collègue de travail, mon assistant coach, puis j'y avais donné ça comme mission. Lui, là, il aimait ça. Écoute, il est arrivé avec un pad de pratique, puis puis il aimait ça, puis il enseignait ça. Puis je lui donnais la mission comme, il voulait avoir une place, puis il dit, moi, le temps qu'à être là pour placer puck, ça me tente pas. Puis j'étais tout à fait d'accord avec ça. Je dis, dis-moi ce que tu aimes faire. Il me dit ça, ben go, go, go. Puis moi, j'avais l'aspect, mettons, motivation, l'aspect, let's go, faut driver, puis j'essayais d'amener le rythme, si tu veux. Puis lui, je le voyais expliquer les drills, puis il était super bon aussi, tu sais, puis ça allait bien, puis en plus, on avait la chance, dès que c'était expliqué, on le montrait sur la glace. Une journée, il n'est pas là. Faut que je monte la drill. Oh my God, les jeunes, ils riaient de moi, puis moi, j'étais crampé avec eux autres parce que j'avais beau essayer de l'expliquer, mais même pour moi, ça venait compliquer un peu l'affaire, de la manière que je l'expliquais, les jeunes n'étaient plus trop sûrs, il y avait des détails, puis... Fait quand je t'ai écouté, je t'ai trouvé tellement bon. Puis d'ailleurs, là, je vous fais écouter un extrait maintenant. Écoutez ça. Pour l'exercice sur le pli défensif, situation 2 contre 0, la mise en place va comme suit. Les gardiens sont dans les filets. On divise le groupe en 4 au niveau des oreilles le long des rampes et il y a 2 entraîneurs avec un lot de rondelles dans la haute enclave. Donc, au signal de l'entraîneur, les 2 joueurs suivants vont effectuer un repli défensif vers l'entraîneur qui est dans la zone éloignée. Donc, à toute vitesse, il patine vers l'entraîneur. À un moment qui est choisi par l'entraîneur, ce dernier va envoyer la rondelle soit à gauche ou à droite et les joueurs vont devoir s'ajuster afin d'aller récupérer la rondelle. Disons que l'entraîneur envoie la rondelle de ce côté. Le joueur qui est près de la rondelle va aller récupérer celle-ci, tandis que le joueur qui est éloigné va venir s'ouvrir dans le corridor central. Le joueur qui a récupéré la rondelle peut patiner avec quelque peu et il y a 2 options. Soit qu'il effectue une passe directe à son coéquipier ou encore qu'il effectue une passe indirecte par la bande afin que ce dernier puisse aller la récupérer. Peu importe, les joueurs s'échangent la rondelle dans la zone neutre à quelques occasions et attaquent en situation de 2 contre 0 contre le gardien. Une fois que les joueurs... Fait que tu vois, là, tu l'as super bien. Puis là, avouez, là, c'est assez solide comme explication. D'où ça vient, ce côté très... Ben, t'es très structuré, ça paraît, là. C'est très clean. Mais ta façon de t'exprimer, les bons mots, aux bonnes... Tu sais,
je sais pas comment expliquer. Pour moi, là, ma comparaison, c'est la madame qui lit souvent dans les bibliothèques puis qui te fait rêver. Elle lit le livre, tu as l'impression que tu es dans le livre. Ben toi, quand tu expliques une pratique, j'ai l'impression de tout comprendre comme si j'étais sur la glace. Bien, merci du commentaire. Je sais pas, j'ai cette facilité-là d'enseigner des choses qui me passionnent. J'ai coaché du Atome, du M13, du M15, du M18, j'ai coaché du Junior 3. Et puis, c'est tout différent. La façon que tu t'approches les joueurs. Puis même à l'intérieur d'une équipe, tu peux avoir 15-17 joueurs. Et puis, tu ne peux pas communiquer de la même façon avec eux. La façon que j'ai trouvée, par contre, qui touche le plus de personnes, c'est quand tu prends ton temps. Quand tu prends ton temps, tu te fais sûr de mettre l'emphase sur les points clés. Je vais toujours m'en rappeler une situation, on était au M13, si je ne me trompe pas, puis il y avait un de mes meilleurs joueurs, quand il venait le temps de faire un exercice, j'avais bien beau l'expliquer au tableau. Dans ce temps-là, j'expliquais peut-être un peu plus vite. Quand je lui demandais de faire la démonstration, c'était tout croche. Je comprenais pas pourquoi, puis ça me fâchait. Fait que là, j'ai pris la peine d'appeler la maman, puis j'ai dit, là, parle-moi de fiston, puis explique-moi. Puis elle me partage, elle dit, mais il est dyslexique. Elle dit, lui, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, puis qu'il comprenne, puis qu'il est capable de faire des liens. Si tu lui demandes sous pression de faire quelque chose, ça ne marchera pas. Puis j'ai comme, moi, j'enseignais pour tout le monde. C'est comme ça que j'enseigne, vous, adaptez-vous à moi, et non moi, m'adapter à eux. Et puis, j'ai comme changé à partir de ce moment-là. J'ai commencé à prendre plus mon temps, commencé à mettre l'emphase sur les points clés. Là, je t'avoue que cette année, je suis impliqué dans une équipe M18-2A. Mes explications peuvent aller plus vite parce que selon le niveau d'habileté des joueurs. Puis là, avec les années, la compréhension se fait beaucoup plus rapidement, j'imagine aussi. Exactement, parce qu'ils sont capables de faire des relations entre un exercice et un autre. Mais pour mon bassin à moi, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont un 9 à 5, qui arrivent à la maison. Mon Dieu, on a une pratique ce soir. Qu'est-ce que je fais? Et puis, là, on se dépêche, on mange un grilled cheese, on arrive là, on rencontre les adjoints. OK, on va travailler là. Fait que c'est important d'avoir des exercices qui sont clairs pour qu'ils puissent les intégrer parce que je sais, s'ils sont bien enseignés, mais ça va avoir de l'impact sur les jeunes. Puis c'est tellement important aussi, de la préparation souvent, là, de préparer ta pratique. Puis là, des fois, tu es perdu un peu, puis tu sais pas trop quoi faire. Fait que souvent, c'est un peu pêle-mêle, tu sais, puis on le voit des fois, moi je le vois dans pratiques, puis je me dis, tabarouette, ça paraît, là, t'as pas préparé, là. Ça paraît quand t'es préparé, puis ça paraît quand tu l'es pas. Puis ça fait toute la différence, mais je pense qu'aussi de prendre le temps, ce que t'as fait, tu sais, exemple, d'appeler le parent, c'est assez exceptionnel, de prendre le temps de dire qu'est-ce qui marche pas, puis d'être assez humble pour dire, hey, tu sais quoi, c'est moi, il faut qu'il change. Je dis, ben là, il faut qu'il s'adapte, puis c'est comme ça que ça se passe, puis au moins, tu t'es adapté. Puis là, juste de l'expliquer. Mais j'avoue, là, moi, je suis le genre de kid, je comprends. Moi, il faut que je me mets pas en avant. Quand j'étais jeune, là, je me mettais en avant. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, je sais pas si je suis devenu TDAH ou si je l'étais, je ne sais pas. Mais j'avais de la misère à comprendre. Là, quand ça commençait à être trop compliqué, là, j'étais mêlé. Fait que je me mettais en arrière, puis je regardais les autres. Puis là, quand venait à mon tour, je me disais, bon, mais je pense que j'ai compris. Puis let's go, j'y allais, ça allait bien. Mais c'était ma façon. Je pouvais plus me mettre en avant. J'aimais ça au début, me mettre en avant. C'était simple. Tu sais, faire une banane, pas compliqué. Puis de faire tourner un compte, de recevoir une passe ou d'en faire une, c'est correct. Mais quand ça devient comme des situations de match, des 2 contre 1 ou des où tu fais un peu plus excuse-moi le terme, mais de bisounage dans la zone. Oh là, ça devenait des fois un peu plus compliqué. Ben du moins, expliquer au tableau. Puis je peux pas dire que j'ai toujours eu des coachs comme toi qui expliquaient super bien au tableau non plus, là, sans rien leur enlever. Mais pour moi, c'était difficile. Fait que puis tu dois le vivre quand même encore, malgré toi qui t'expliques super bien. Ça doit arriver encore. Pareil, des jeunes qui sont pas trop sûrs. Ah, absolument, tout le temps. Toutes les années, c'est toujours le même défi. La société change, sont plus connectés sur les téléphones. Donc, leur niveau d'attention, c'est pas genre, on peut pas faire un speech de 5 minutes aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. Tu as 30 secondes pour passer ton message, puis si t'es chanceux, tu as 1 minute. Puis sinon, ils swipent. Exactement, c'est ce qu'ils font. Là. Ouais. Ils regardent leurs patins, ils attachent leurs patins, ils jouent après leurs cheveux, ils font quelque chose d'autre. Donc, c'est important d'être concis, mais directement au point. Laisser faire le flafla. Pas trop long. Exactement.
Puis non, mais ça, c'est le défi de tout entraîneur aujourd'hui. Puis c'est encore le mien. Là. Même, on a fait une pratique dernièrement, puis j'ai expliqué un exercice, et puis j'ai dit, mon Dieu, c'était pas la... T'as pas ça partout? C'était pas ça. Moi, j'ai comme manqué mon coup, là. Puis j'ai dit, on va recommencer, puis, man, c'est ça qui est la beauté du hockey, la beauté du sport, c'est à tous les entraînements, à toutes les parties, on apprend. On apprend à devenir un meilleur coach, on apprend à devenir un meilleur joueur, on apprend comment collaborer entre coéquipiers, entre entraîneurs, puis je pense que c'est pour ça que ça me passionne. Puis qu'est-ce qui t'a amené sur TikTok, les médias sociaux, mais c'est quel... T'as commencé sur YouTube? YouTube, oui. YouTube, ça existe depuis 2012. Il y a eu des hauts et des bas, là, parce que je coachais au hockey, donc j'avais un peu moins de temps, mais... 1 an ou 2 avant la pandémie, un de mes amis, très bons amis, il dit hey, « Écoute, Steve, je vais t'aider. On va faire des capsules un petit peu plus professionnelles. Okay. » Et puis, ça m'a redonné le goût. Je suis en 2018, puis là, j'ai reparti à partir de ce moment-là. Et c'est encore ma plateforme principale, c'est YouTube. Et puis, ma fille me dit « Hey, tu vas essayer TikTok. » Et finalement, une de mes premières vidéos, 45 000 vues. J'ai dit « OK. » J'ai dit bon, on va continuer, mais j'aimerais être un petit peu plus actif sur TikTok, parce que là, je suis à un rythme une par semaine. J'aimerais ça en avoir peut-être 2 ou 3, parce que je me concentre à faire des longues vidéos sur YouTube. Mais avec le temps, ça va. Bien, tu sais, on se rend compte que les médias sociaux, c'est quand même un bon médium. Puis il s'agit de savoir qui on veut aller retrouver. Tu sais, moi, quand j'ai commencé sur TikTok, j'ai commencé pendant la pandémie. Puis je me suis dit, parce qu'à travers Facebook, je savais que j'étais plus connecté avec les adultes. Il y avait Instagram, mais Instagram, j'avais pas de plaisir là-dessus parce que je trouvais que c'était trop superficiel, puis c'était pas quelque chose qui me faisait triper. Puis quand je suis sorti sur TikTok, moi aussi, mon fils a dit « Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? » Tu sais, il riait de moi. Puis moi, je me suis dit, c'est la meilleure façon de connecter directement avec les jeunes. Puis effectivement, tu sais, j'ai beaucoup d'interactions avec eux. Je trouve ça super intéressant parce que ils sont comme moins gênés. Ils sont tous sur cette plateforme-là. Puis ils jasent beaucoup ensemble. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que ça a commencé doucement, mais maintenant, il y a plein de gens comme moi et toi qui vont là, puis que les jeunes, ça leur donne accès à du bon matériel. YouTube aussi, mais comme tu dis, c'est plus long. Mm-hmm. Le matériel qu'on met sur YouTube, il est plus complet, plus long, puis des fois, ben ça nous amène à avoir quelque chose qui est plus concis, puis là, on va peut-être toucher plus les coachs, on va toucher peut-être encore là plus les parents, tu sais. Puis moi, quand je suis allé voir ton YouTube, j'ai vu à travers ça que, tu sais, on le voit, le côté technique qui change. Tu sais, aussi, on change plein de choses, on s'améliore là-dedans. Tu sais, on s'améliore autant dans le côté display, là, de quoi ça va avoir l'air, tu sais. Puis moi, ce qui m'a fasciné, puis je me suis dit, quand tu expliques une drill, ça coupe pas. Toi, là, tu fais ça d'une shot? Ou ça arrive des fois, tu es obligé de couper ou recommencer au complet? Ben là, avec les technologies aujourd'hui, c'est clair que je fais un peu d'éditage quand j'édite, mais la portion que j'explique l'exercice, c'est l'endroit où je fais le moins d'éditage. Où est-ce que je fais le plus d'éditage, c'est mon introduction et ma conclusion. Et puis, j'ai eu un stint, une durée, j'étais conférencier dans les écoles, et puis c'était la même chose. Là. Ça me stressait. Moi, je suis bien script. Quand on fait une introduction, c'est comme ça que je suis plus à l'aise. Bien, on en parlait tantôt, t'es cartésien aussi. Exactement. Mais je veux dire, quand tu l'expliques, là, tu fais ça un one take ou tu fais plus? La plupart du temps, c'est comme 1 ou 2. Là. Je veux pas non plus je veux que la qualité du produit soit bonne. Donc, si mettons, je me trompe 2-3 fois, normalement, si je me trompe une fois, je continue. Je vais dire pardon, je vais dire quelque chose comme ça. Ouais. Mais quand j'ai OK, là, on va l'effacer. On va recommencer. On va repartir ça. Je veux que la qualité soit bonne. Mais non, expliquer un exercice, si j'ai le temps de penser à l'exercice, je dis OK, on va travailler, exemple, le contrôle d'écart avec les défenseurs. Je fais mes recherches. Il n'y a pas un exercice que c'est moi-même qui ai inventé. N'importe quel exercice que tu penses dans ta tête, que tu crois que c'est toi qui l'as inventé, il y a quelqu'un qui a pensé. Toi, ce que tu fais, c'est dans le fond, c'est que tu les prends puis tu les expliques. Je les explique. Des fois, souvent, je les adapte. Je dis, moi, j'aime mieux ça. On part de là. Puis là, je détermine les points clés.
Puis là, je dis, OK, on met de l'emphase là-dessus. Trop souvent, j'ai vu des pratiques, l'exercice à part, et puis il y a zéro correctif ou on s'entête à dire, ah, les passes à palette. Oui, mais il y a peut-être d'autres choses avant la passe à palette, comme le départ explosif, le pivot, il garde dessus les yeux fixés sur le porteur de la rondelle, ou et ainsi de suite. Donc, les points clés, c'est important dans un exercice. Puis ça, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coaching? C'est-tu ça? C'est-tu quelque chose que tu aimes pas mal dans le coaching, d'expliquer des exercices? Oui, le hockey, le coacher le hockey, en somme, avec le volet technique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. J'aime le regarder, je l'ai même arbitré. C'est pour le voir d'un autre œil. Ça n'a pas duré longtemps, mais je voulais le voir d'un autre. Et puis, moi, j'encourage tous les entraîneurs à faire au moins une saison comme arbitre. Mais ce qui me passionne vraiment dans le coaching, c'est quand le jeune, il y a un down, et puis combien de fois j'ai été autour d'une table de cuisine, le jeune voulait lâcher le hockey, abandonner le hockey, j'étais avec les parents, puis ça n'a pas de bon sens, telle décision qui a été prise, puis moi j'étais autour, puis on discute, puis le jeune n'a pas lâché. C'est ce qui me passionne, coacher l'individu, le jeune ou le joueur, fais face aux défis, relève-toi. Accepte, oui, tu as été retranché, mais reviens l'année prochaine. Force-le à t'affilier pour qu'il puisse t'appeler à tous les matchs où tu en as besoin. Parce que ce que les jeunes apprennent au hockey, c'est clair que quand ils vont arriver sur le milieu du travail, ça va être utile. Donc, je sais que on dit ça souvent, là, mais le hockey, c'est une école de vie, mais c'est réellement une école de vie. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Donc, c'est ce qui me passionne. Le volet technique, je l'ai dit tantôt, je connais mon hockey, mais il y en a des bien meilleurs que moi. Fait que moi, je m'entoure tout le temps d'un ou deux personnes qu'eux, ils connaissent le hockey comme des bibles là, de hockey. Mais je pense que c'est un peu ça aussi, même dans le leadership ou en entreprise. Tu ne veux pas dire que tu connais tout puis tu sais tout. La seule chose, c'est que tu veux bien t'entourer justement pour bien te compléter si tu veux réussir. T'sais. Fait que c'est un peu ça, même quand tu coaches. Moi, quand j'ai été, ils m'ont demandé pour coacher, c'est ce que j'ai fait. J'étais allé chercher des gars que je savais qu'ils pouvaient plus que m'aider, qui pouvaient même très bien me compléter. Puis je leur ai laissé toute la place qu'ils avaient besoin pour être capable. Parce qu'il faut que tu aies du plaisir pour coacher. Comme, tu peux pas juste être un placeux de puck ou un ouvreur de porte, comme on dit. Là. Moi, je pense que c'est important que tout le monde participe là-dedans. Puis tout le monde, tu as 3 coachs, tu as 3 gars ou tu as 2 coachs. Bien, ces 2 personnes-là devraient faire une différence. Il faut faire avec la même intention de dire, OK, moi aussi, j'aimerais ça faire une différence dans la vie des jeunes. Puis ça fait 2 fois plus de façons d'y arriver, si on veut. Là, fait que je pense que c'est une bonne chose. Toi, quand tu coaches, vous êtes combien? C'est toi qui es coach en chef? Non. On m'appelle Dominique Michel du hockey. Parce que tu dis tout le temps que tu vas arrêter et que tu reviens? Mais là, j'ai dit j'ai arrêté comme entraîneur-chef. Okay. Là, je suis impliqué comme adjoint. Et puis, c'est un rôle que j'aime vraiment parce que la connexion avec les joueurs, c'est vraiment ça qui est mon rôle. Et puis, ça fait 2-3 ans là, que je suis plus adjoint. Et puis, je découvre cette facette-là. J'ai tout le temps été en chef. Donc, c'est un autre... Mais as-tu quand même assez de liberté? T'as quelqu'un assez ouvert qui te laisse faire? On est 5. Avec ça, j'inclus l'entraîneur des gardiens. Et puis, on se complète très, très bien. Il n'y a pas de... C'est pas un one-man show. Puis je pense que c'est ça le succès des bonnes équipes d'entraîneurs. On se complète, chacun sait son rôle, mais c'est pas parce que, exemple, je coach des attaquants que je peux pas aller voir un défenseur. Puis, évidemment, je discute avec l'entraîneur des défenseurs, mais on est tous dans le même bateau pour emmener les jeunes au prochain niveau. OK. Puis, ça serait quoi tes prochains projets là, qui viennent? Parce que tu dois être un gars de projet, là, faire des choses comme ça. La chaîne YouTube a repris du poil de la bête, je te dirais, depuis j'ai eu un épisode au Junior 3 où je me suis retiré. C'est la première fois de ma vie que j'arrêtais de coacher au hockey. Tu as coaché Junior 3? Oui, j'étais adjoint pendant 2 ans, puis les circonstances ont fait que je suis devenu entraîneur-chef en cours de saison. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que moi, j'étais un gars. C'est pas ma place. Okay. Et puis, j'ai pris une pause. Et puis, le hockey, j'avais une écœurantite aiguë du hockey. Un an au complet, j'ai même pas touché, fait une vidéo, rien. Là.
J'étais juste tanné. Et puis, après ce repos-là, tu commences par une citation sur Facebook, un article sur ton blog, une vidéo. Puis là, ça a reparti. Ça fait plus qu'un an. Et puis, ma priorité la prochaine année, c'est vraiment d'offrir plus de contenu aux entraîneurs pour mieux les encadrer. Parce que le contenu, il est pratiquement tout en anglais. Et puis, le contenu francophone, il est rare à trouver. Et si ça peut aider ces entraîneurs-là, je vais toujours m'en rappeler, quand j'étais impliqué dans l'association, j'ai rentré dans une chambre, puis c'était une équipe Atome C à ce moment-là, et puis s'il n'y avait pas un parent volontaire, mais on remboursait les parents, il n'y avait pas d'équipe de hockey. Puis quand le parent s'est levé, il dit « OK, mais j'ai jamais coaché, moi, le hockey, là, j'ai aucune idée quoi faire. » Mais c'est le genre d'outils que je veux donner à ces entraîneurs-là. Puis, bien là, maintenant... Quel conseil tu aurais à donner aux entraîneurs? Tout part par la préparation. Tu as fait allusion tantôt, être préparé pour une pratique, être préparé pour un match, c'est ce qui fait toute la différence. Non seulement ça réduit le stress chez les parents, ça réduit le stress chez l'entraîneur et chez les joueurs également. Tu es préparé, tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Il y a une chose que je remarque beaucoup, c'est, moi je suis beaucoup, je gère mes saisons avec un plan de saison. Je l'adapte en cours de route selon l'évolution de l'équipe. Mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui connaissent leurs priorités. C'est quoi les priorités du moment? Est-ce que c'est vraiment de faire l'entrée de zone puis rentrer par la bande? C'est-tu vraiment ça qui est la priorité? Donc, prendre le temps de s'asseoir avec ses adjoints et, OK, quelles sont les priorités pour les 2-3 prochaines semaines? C'est pas parce que tu montes l'approche au porteur un mardi soir du mois de février que les joueurs vont l'avoir saisi. Ça va peut-être prendre 1 session, 2 sessions, 3 sessions. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par juste du collectif. Oui, puis en même temps, comment je pourrais bien dire ça? Ça dépend de ton élément, ça dépend de la recette que tu as. Qu'est-ce que tu as comme ingrédient, puis c'est quoi que tu as? On est rendu où? Qu'est-ce qu'on monte? Fait que ça devient important pour ta priorité. Exactement. Puis, une fois que tu as identifié tes priorités, 2-3 maximum, investis au moins la moitié, sinon le 3/4 de ton entraînement à cette priorité-là. Ça ne veut pas dire que c'est le même exercice, mais il peut y avoir 2-3 exercices qui touchent cette priorité-là. Donc, les joueurs le voient dans différentes façons. Ils voient comment il y a une relation entre les différents exercices et ils vont être mieux en mesure d'appliquer cette priorité-là durant un match. Moi, je commence tout le temps avec une progression 1. Ensuite, on va vers une progression 2 et 3 qui est plus dans des situations de match. Mais la priorité est toujours la même. Tu sais, ça peut être la sortie de zone. Je donne un exemple de sortie de zone. Donc, on pratique plus les tactiques individuelles pour favoriser une bonne sortie de zone. Là, on l'intègre avec plus qu'un joueur. Ensuite, on est en situation de match. Mais c'est quelque chose qui se fait sur de plusieurs séances. Donc, avoir la discipline d'investir du temps à ses priorités durant les entraînements, pour moi, c'est une clé qui fait toute la différence. Trouves-tu souvent que les pratiques sont souvent mises sur le côté tactique puis passées sur j'aime pas ça dire les skills, là, mais sur les habiletés individuelles? Absolument. Ça, on est tous coupables de ça, moi le premier. C'est bien plus le fun d'enseigner du collectif qu'enseigner des habiletés de base ou des tactiques individuelles. Tu penses-tu que c'est parce que certains ne se sentent pas... comment que je pourrais dire, confortable à enseigner ça, tu sais, parce que moi, j'en vois dans mes écoles de hockey, puis nous autres, l'été, en grande partie, c'est ça. Tu sais, moi, c'est l'inverse. C'est pas le collectif, c'est tout l'individuel. Tu penses-tu que c'est à cause qu'ils se sentent pas à l'aise de le montrer, soit parce qu'ils se trouvent pas bons, ou peu importe? Peut-être. C'est un volet qui est sûrement doit être pris en considération. Moi, je pense plutôt que le hockey, c'est un jeu qui est rapide, il y a beaucoup de mouvements. Donc, quand tu as une drill qui est collectif, tu as un 3 contre 2, tu as une transition en zone neutre, tu attaques encore, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge, est efficace. Pas nécessairement. Donc, moi, je dis tout le temps, il ne faut pas se laisser emporter par... La victoire, c'est important. Ça faut prétendre que la victoire, c'est pas important. C'est quand tu gagnes, c'est plus le fun dans le vestiaire, c'est plus le fun avec les coachs, c'est plus le fun avec les parents. Mais il ne faut pas que ça devienne la priorité numéro 1. Non, c'est un objectif. C'est un objectif, exactement. Donc, mettre l'emphase sur le développement des habiletés de base, les tactiques individuelles, tout le temps, ça devrait toujours être une priorité durant tes entraînements. C'est ce qui fait les meilleurs joueurs de hockey. Une tactique collective, c'est ni plus ni moins un ensemble de tactiques individuelles. Donc, s'il maîtrise ces tactiques individuelles-là,
Ils vont être meilleurs dans les tactiques collectives et les systèmes par la suite. Exactement. Je ne dis pas de ne pas faire d'avantages numériques ou de désavantages numériques. Mais au ça ne contraire. peut pas être toute ta pratique. Exactement. Je comprends. Exactement. Puis est-ce que tu as d'autres... tu me parlais tantôt, tu as 3 affaires. Oui, oui. Mais pour une pratique, si on veut vraiment garder l'intérêt des joueurs puis maximiser le taux de présence à nos pratiques, surtout dans les catégories plus élevées, il faut avoir de la variété dans nos exercices. Puis un excellent moyen d'avoir de la variété, c'est les jeux en zone restreinte. Ouais. Donc, faire des jeux en zone... on utilise des jeux en zone restreinte à tous les entraînements. C'est tout le temps différent. Ça rajoute de la compétition. C'est différent. C'est plus le fun. Il y a des équipes. Il y a un gagnant. On a du plaisir comme ça. Donc, ce qui encourage les joueurs à participer aux pratiques. Et comme entraîneur, je pense, un autre conseil qui n'est pas à négliger, c'est partage avec tes parents. Sois transparent avec les parents. Sois pas le coach qui... moi, les parents, c'est le gérant qui s'occupe de ça. J'ai jamais cru à ça. Moi, j'ai tout le temps je trouve ça drôle que tu me dises ça parce que avec les années, moi, j'aurais tendance à croire calvaire, j'ai plus le goût de parler avec les parents. La vision, des fois, des parents, tu dis, vous n'êtes pas sur la glace, vous n'êtes pas dans la chambre, tu sais, puis... J'aurais tendance à te dire, moi, je parle au gérant, j'aurais plus le goût. Fait que, effectivement. Développe là-dessus, je vais t'écouter. C'est tout, le canot principal, c'est le gérant. Mais moi, je pars du premier jour du camp d'entraînement, j'ai une rencontre avec les parents et les joueurs. J'explique comment que le camp d'entraînement va aller. Ensuite, on fait la sélection de l'équipe, j'explique mes règlements. Je les explique direct là. Je dis, dans mes dernières années, c'était votre fils ou votre fille a 5 passes gratuites durant l'année. Il n'est pas obligé de se présenter à l'entraînement. Je comprends la réalité des gens. Mais à la 6e, il doit la payer. Soit qu'il va patiner avec moi, il va passer du temps. Puis quand c'est arrivé, quand ces situations-là c'est arrivé, parce que je l'avais partagé, mais c'est clair qu'au début, il y a comme un choc. Mais j'ai dit, hey, rappelle-toi, je te l'ai partagé, puis les raisons pourquoi que, oui, OK, mais je comprends, mais tu ne peux pas faire une exception. Mais si je commence à faire une exception, on comprend, ainsi de suite. Mais à toutes les semaines également, je partageais, moi, c'était quoi, peut-être pas toutes les semaines, mettons, au moins toutes les 2 semaines, voici ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, sur quoi j'ai travaillé, voici sur quoi j'ai l'intention de travailler au cours du prochain mois. C'est quoi mes priorités? Parce qu'il y a beaucoup de parents, comme tu as mentionné, ils sont à l'aréna, regardent la pratique, et puis c'est quoi qui travaille, là? Puis là, ça crée des cancans, puis là, ça part, puis là... C'est pour ça que je me dis... Écoute, je suis content qu'on échange là-dessus. Si tu t'ouvres comme ça, tu ne trouves pas que ça donne droit justement aux parents à ça, à discuter ou à mettre en doute peut-être plus de choses, puis ça t'empêche un peu de bien travailler, ça, non? En étant transparent, par la force des choses, tu t'ouvres à la critique. Mais moi, je préfère faire ça, puis m'expliquer par la suite. Et puis, rapidement, parce que c'est sensiblement le même groupe de parents qui te suit année après année, ils comprennent c'est quoi mon style de coaching. Ils comprennent pourquoi je fais ça. Ils comprennent pourquoi j'ai pris telle décision envers un tel joueur. Parce que c'est ça ma philosophie. C'est comme ça que je gère l'équipe. Je l'ai partagé avec vous. J'ai des ajustements. Je vous le partage avec vous. Et puis, très rarement, très, très, très rarement, j'ai eu à faire face à une telle situation où le parent est venu me voir, puis on n'était pas en accord, après savoir expliquer. Mais oui, tu as tout à fait raison. Il y a plus de parents qui vont venir te parler, mais ils apprennent à te respecter également là-dedans. OK, mais c'est comme ça, Stevie coach. Tu sais, moi, je le fais, exemple, dans mon travail, mais c'est mon entreprise. Puis en tant que même entrepreneur, puis c'est pas juste en tant qu'entrepreneur. Je le fais beaucoup en tant que coach. Il y a des parents qui me demandent des choses ou qui veulent échanger avec moi par rapport à mes entraînements, Puis je trouve ça plus facile, mais d'avoir la discussion avec eux amène moins d'ambiguïté, plus de clarté, plus de respect, parce qu'après, ils comprennent. Mais tu sais, rendu à la fin, c'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Ça veut dire, si tu es là, c'est parce que tu aimes ça puis tu es d'accord. Si tu n'es plus là, c'est parce que tu n'es pas d'accord puis tu veux autre chose. Sauf qu'au hockey, c'est un peu différent parce que là, le parent, il est plus menotté, il est obligé d'y aller, mettons, si c'est le 2A, il est obligé d'aller au 2A, peu importe l'équipe, il est obligé d'aller dans cette organisation-là, il est obligé de dealer avec le fait que c'est toi qui es coach, puis c'est ça, c'est pas lui qui décide. Fait que des fois, je me dis, juste, je sais pas, j'entends tellement de choses dans les estrades, puis je vois tellement de choses que je me dis, tabarouette, c'est tellement, je trouve ça ordinaire, tu sais. Je trouve que nos enfants évoluent pas assez.
Tu sais, à quel niveau tu es capable d'évoluer ça? Toi, tu es capable de voir dans le futur que s'ils faisaient d'autres choses, tu verrais où ils sont? Ou c'est parce que toi, tu juges que présentement, parce que tu le vois tout le temps, tu le vois peu évoluer? Tu sais, la meilleure période que j'ai vue, c'est pendant la pandémie. Les parents n'étaient plus là. Quand ils ont eu le droit de rentrer puis d'aller voir leurs enfants, wow, ouais, ils ont steppé up. Ben oui, parce que tu le vois plus. Là, tu le revois, puis tu es capable de voir une différence. Tu sais, fait j'ai de la difficulté un peu avec ta philosophie, mais je la comprends pleinement, mais je me dis, t'es sûr au hockey, ça marche de même? Bien, c'est clair que je ne partage pas hockey. Pierre, Luc et Jacques vont jouer sur l'unité de numéro 1 d'avantage numérique. Ça, le hockey demeure dans le vestiaire avec les autres. Mais je partage tout ce qui est... Je communique tout ce qui est alentour. On s'en va en tournoi. Voici ce que je m'attends du comportement des joueurs durant le tournoi. On va avoir un souper d'équipe. Tout est communiqué d'avance. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ça, ouais. Et puis, pour les parents, moi, je viens j'ai joué au hockey. Jamais en 100 ans, mon père allait descendu en bas, aller parler à l'entraîneur. J'aurais probablement été retiré de l'équipe après. L'entraîneur dit, va-t'en chez vous. Mais les temps ont changé. Et puis, pour moi, c'est plus facile pour moi de gérer la situation avec j'aime autant être proactif, communiquer. Ouais. Et si ça l'emmène des choses, au moins c'est moi qui a toujours le soi-disant contrôle sur la situation. Que si une situation arrive en cours de saison, j'ai jamais parlé aux parents. Paf, il arrive, c'est clair qu'il arrive avec un sentiment de frustration. Là, il arrive avec un sentiment plus de « Hey, Steve, je comprends pas pour telle et telle raison. » Ça prend de l'énergie. Là. Je dis pas que tout est rose. C'est facile. Non, au contraire, c'est quelque chose. Il faut que tu sois discipliné, tu partages, il vient, tu as l'esprit ouvert. Mais il y a toujours la règle. Là. Si un parent, ça ne m'est pas arrivé dernièrement, là, mais le joueur, supposons qu'il a été cloué au banc, puis le parent s'en vient après le match, il y a toujours la règle du 24-48 heures. Ça, c'est clair qu'on doit respecter ça. Mais j'ai réellement la philosophie, si tu veux éviter du trouble au cours de saison, sois transparent avec tes parents. Ça, c'est clair. Mais je comprends. Puis là, je vais profiter du fait que tu es là, que tu as de l'expérience coaching, mais je veux pas te mettre dans l'eau chaude. Non, c'est... mais tu sais, on t'a parlé tantôt, tu as dit hey, power play, des avantages numériques. Toi, là, pour avoir coaché plusieurs niveaux, tu commences à quel âge? En as-tu? Moi, j'ai vécu ça à tombe. À tombe, le power play, le goaler qui ne goal pas 3 games parce qu'il n'est pas dans sa game, j'ai vécu des affaires de même. Toi, là, comment tu vois ça, cette situation-là? Puis qu'est-ce que c'est? Tu sais, là, je me dis, ben les parents, même s'ils sont au courant de tout, mais le parent qui voit son gars sur le power play puis qu'il ne l'est pas, lui, il n'est pas content, là, c'est sûr. Puis il voit son gars sur la première ligne du power play, sur la première vague ou quelque chose du genre. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Il y a beaucoup de variantes, de facteurs à ça, le groupe d'âge, le niveau d'habileté, c'est quand tu commences à introduire. Moi, personnellement, j'ai commencé à introduire les unités spéciales au niveau M15, élite. Compétition. Pas avant. Avant, ça ne veut pas dire que je ne travaillais pas sur les unités spéciales, mais on travaillait plus sur les tactiques individuelles de l'unité spéciale, comme l'approche au porteur, exemple en désavantage numérique. Mais est-ce que tout le monde participait dans... Moi, au hockey mineur, pour moi, chaque joueur doit avoir un rôle. Quand j'étais arrivé au niveau M18 2A, les 3 années pas cette année, mais les années où j'ai été impliqué, chacun des joueurs avait un rôle sur les unités spéciales. Ça ne veut pas nécessairement dire que le même joueur va jouer sur l'avantage numérique toutes les fois, mais au moins, il était soit sur l'avantage numérique ou sur le désavantage numérique. Donc, c'est important pour moi que les joueurs aient un rôle et qu'ils ressentent qu'ils contribuent au succès de l'équipe. Parce que c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent leur 5 contre 5. Normalement, ton meilleur joueur va aussi jouer sur la première vague d'avantage numérique et va également jouer sur la première vague de désavantage numérique. Mais le petit gars qui joue pas, lui. Qui joue pas, mais oui, il va encourager, mais c'est toujours plus difficile. Puis, c'est tellement facile de dire « Hey, on est une équipe, on gagne en équipe » quand ça va bien. Oui. Puis ça, tu trouves-tu que ça l'amène? Moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est là que ça a commencé à débalancer mon esprit d'équipe. Tu sais, là, il y en a eu que les autres étaient fiers parce qu'ils étaient sur le power play. Maintenant, il y en a d'autres qui ne l'étaient pas parce qu'ils ne jouaient pas sur le power play. Puis, mettons que tu as une équipe, tu ne joues pas sur le power play, puis il n'est pas non plus, tu essaies de le mettre sur le deep play, tu sais.
Mais celui qui est sur le deep play, c'est pas celui, bien souvent, celui qui est sur ton power play, tu veux pas tout y donner à la glace non plus. Fait que tu mets les autres, lui, il est pas content parce qu'il est pas sur le deep play ou il est pas. Tu comprends? Puis là, ça commence à faire un peu une genre de hiérarchie à l'intérieur de ton équipe. Puis là, ben ça commence à se déboussoler un peu. Puis des jeunes, c'est pas toujours fin entre eux, là, on s'entend, là. Fait que j'avais l'impression, là, j'étais en train de perdre mon équipe qui, au début, était super soudée. Tout le monde participait. C'est juste qu'on ne roulait pas le banc. Puis comme tu disais, c'était exactement ça. On a montré à tout le monde à jouer sur un deep play, tout le monde a joué sur un power play. C'était quoi les rôles, les liés d'en avant, peu importe. Puis ça allait bien. On gagnait tout. Ça allait super bien. Puis après, quand on a commencé à faire des power plays sur du chiolage de parents, ben on se retrouve à avoir un déséquilibre. Puis ça a été une année, ça a fini en queue de poisson, là. Ça n'avait pas de bon sens. Je te rejoins tellement là-dessus. Pour moi, les joueurs doivent... Que tu sois au niveau M15 ou au niveau M18 2A, c'est encore du hockey mineur. Donc, notre rôle comme entraîneur, c'est du développement. Il faut mettre les jeunes dans des situations qui sont inconfortables pour qu'ils puissent apprendre à travers de ça. Il faut mettre le défenseur qui est soi-disant ton 6e défenseur, là, que moi, j'aime tellement pas ça. Mais en fin de match, dans un match 2-1, avec une mise au jeu en zone défensive, il a le droit d'être là. Parce qu'il a le droit d'apprendre comment... Ça va peut-être coûter un but? Peut-être. Peut-être qu'il va faire une erreur, mais s'il n'en fait pas, il n'apprendra pas. Exactement. Hein? Puis j'ai toujours été comme ça. Même mes années où j'étais l'entraîneur-chef au M18 2A, il y avait des situations, bien entendu, où je gérais le banc, mais je roulais mon banc. Je roulais mon banc. Est-ce que ça a créé dans les estrades? Ouais, Steve, tu devrais mettre tel gardien. On a un match. Oui, mais si je ne le mets pas, c'est quand que je vais le remettre? Parce que là, tous les matchs sont importants. Donc, ton raisonnement, c'est... Il ne tient pas à route. Donc, pour moi, c'est son tour, c'est son tour. Puis, tu sais, un bon entraîneur va s'assurer qu'à la fin de match, il a géré son banc, que... Ça n'a pas trop paru. Ça n'a pas trop paru, puis c'est les joueurs qui veulent sur la glace qui sont sur la glace. Puis tu sais, on n'arrête pas de le dire, là, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que même si tu fais ça à M15, tu sais, si tu ne donnes pas la chance... Moi, quand j'ai ma dernière année de coaching, je me suis seulement dit, si je ne permets pas à tout le monde d'apprendre à jouer en plein de situations, c'est comme les cataloguer tout de suite pour faire que l'année prochaine. Tu sais, exemple, si tu ne joues jamais sur le power play cette année, pense-y pas l'année prochaine, tu vas arriver, puis c'est sûr que tu as une longueur en arrière des autres. Fait qu'il va prendre ses meilleurs éléments, puis c'est sûr que tu ne seras pas là. Alors, tu sais, je me disais, mon travail à moi, c'est d'essayer de montrer à tout le monde chaque élément, puis tu auras tes forces, tes faiblesses. Tu vas faire tes erreurs, c'est sûr, mais au moins, tout le monde va apprendre à jouer là. Puis, qui sait, l'an prochain, tu pourras peut-être devenir un meilleur joueur. Mais c'est clair que moi, je me dis, notre responsabilité, c'est de développer les jeunes et de faire en sorte que quand ils vont terminer la saison, ça va être des meilleures versions de quand ils ont rentré. Exactement. Puis ça devrait être ça. Puis le reste, gagne-perd, ben oui, c'est l'objectif. On veut gagner. On aimerait ça finir en première position. Puis tout gagner, c'est l'objectif, c'est gagner. Mais c'est pas à tout prix. Tu ne peux pas faire payer tout le monde pour gagner. Tu peux pas... c'est ça que je trouve difficile un peu dans le hockey d'aujourd'hui. On commence jeune. Je vois ça jeune, là. Il y en a, tu vas voir du hockey d'atome 3A. T'en as des crinqués, là, le printemps, là, ça coupe le banc. Ça tombe. Fait que, tu sais, je trouve que c'est là que je pense qu'on va devoir, à un moment donné, essayer de ramener la pendule, mais tant qu'on aura des gens autour qui ne comprennent pas ça ou qui ne veulent pas partager ça, ce message-là ou cette formule-là, ça rend la chose difficile. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, oui, il faut discuter avec les parents, mais là, si tu as un coach qui ne comprend pas versus avec un parent qui ne comprend pas, ça devient compliqué un petit peu. Ça vient ternir un peu l'affaire. Hein? Puis là, dernière petite question. C'est quoi tes objectifs coaching? Tu veux-tu recoacher? Disons, présentement, je prends ça une saison à la fois. C'est clair, je vais coacher, continuer à coacher. J'adore le rôle que je suis dedans présentement. Je suis vraiment content que l'entraîneur est venu me chercher. On est une équipe jeune, nous, on est 7-15 ans dans notre M18-2A. Donc, c'est vraiment une année de développement. Puis, ça fait 5 ans là, que mon fils a terminé son... Puis, je suis encore dans le coaching. Fait que je me vois encore... tu te vois encore là? Mais c'est pas ma profession, c'est une passion. Bien, tant mieux. Puis, écoute,
merci d'être venu, puis continue à faire ce que tu fais. Je trouve ça super intéressant. Tous tes YouTube, tes TikTok sont vraiment tripants. Puis d'ailleurs, là, les jeunes qui nous écoutent, là, vous voulez voir ça, allez voir ça. Ça va vous donner pas des idées, ça va te montrer peut-être à mieux comprendre certains exercices. Puis c'est très intéressant pour les coachs, mais des fois, tu sais, vous savez, quand on regarde ça sur une photo, c'est le fun, puis qu'on voit un paquet de flèches, c'est le fun, mais en même temps, de l'avoir de la façon que Steve il l'explique, je vous le dis, c'est à un autre niveau, puis ça peut être super utile dans notre développement de coaching aussi. Alors, puis je vais vous mettre toutes les informations pour aller voir les plateformes à Steve, puis même son email, si vous voulez lui écrire puis avoir des questions, ça ne te gêne pas. Pas du tout. Ben, je vais vous mettre ça aussi dans le descriptif. Steve, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu, d'avoir traversé de Gatineau jusqu'à Saint-Jean. T'es bien gentil. Ça fait plaisir. Puis écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Mes jeunes athlètes, j'espère que vous avez pris des notes. Moi, j'en ai pris. Les coachs, j'espère que vous en avez pris. Les parents, j'espère que vous en avez pris. Puis, si vous avez aimé le podcast, si vous avez été chercher de quoi qui est intéressant pour vous, bien, gênez-vous pas pour le partager. Surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si on veut faire grandir le podcast, si on veut faire évoluer ça, bien, c'est par vous que ça passe. Puis, gênez-vous pas aussi pour m'écrire des commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez parler, des gens que vous aimeriez que j'invite, le type d'informations qui pourraient vous aider à grandir, à vous développer, à évoluer, ça va me faire plaisir de les inviter ou même d'en parler. Puis, pour nous, bien, on se voit la semaine prochaine. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6,